possible, hein. Et puis après, je dirais 2, 3 éléments. Bon, tu en as déjà dit pas mal. Donc, nous procédons. D'abord, on a une culture, nous, sur le groupe scolaire, sur la restauration scolaire, c'est une culture du goût. Donc, un enfant qui dit je n'aime pas, il mange quand même. On l'incite déjà à manger et on ne s'arrête pas là. Donc, déjà, ça, c'était une chose. Et alors, après, on a travaillé sur l'aspect du produit, la présentation et bien sûr le goût. Donc si il y a un aliment qui est cuisiné ou un aliment qui est cru, qui cette fois-ci n'est pas passé au niveau des enfants, on ne s'arrête pas là. On le refait la fois d'après, sous une autre forme, sous une autre taille, on l'arrange différemment, pour voir qu'on ne s'arrête pas à une fois, on se donne mettons 3 fois pour voir comment les enfants se comportent avec les aliments. Ensuite, on a joué aussi sur les quantités. Voilà, c'est assez simple. Donc, en force, on connaît à peu près les types d'aliments et donc on peut jouer là-dessus en mettant un tout petit peu moins ou un peu plus, voilà, sans jouer sur les apports, comme je peux vous dire, de manière à ne pas à ce que l'enfant il ait quand même ses apports journaliers en aliments, voilà. Donc après voilà, hein, donc ouais, ah oui, alors oui, ah oui, pardon, j'ai pas. Alors, ce qu'on a fait, ce que j'ai mis en place, ce qui doit être mis en place partout et qui se fait normalement, hein, c'est que bon, j'ai fait les fiches techniques pour lire chaque recette, c'est-à-dire que sur Pujol, une recette est spécifique. Voilà. Si vous prenez en règle générale, par exemple, je vous prends un truc tout bête, une blanquette de veau, comme elle doit être cuisinée en règle générale, chez nous, elle est cuisinée différemment. Parce que les enfants, ils sont habitués à la manger comme ça. Et si on y met, par exemple, tout ce qui doit être mis dans une blanquette de veau avec certains légumes ou autres, ils vont pas forcément la manger et on va se retrouver avec du gaspillage. Donc, pour parer à ça, et on a limité justement ceux qui éventuellement ne pouvaient pas passer. Voilà. Ensuite, les agents, ils sont sensibilisés aussi. On sensibilise les agents pour qu'ils interviennent au niveau des enfants, pour leur faire goûter, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. Qu'est-ce que j'avais dit d'autre voilà. Oui, les plats sensibles, oui. Non, oui, les plats sensibles. Alors oui, les plats sensibles. Alors, il y a certains plats que je les ai catégorisés de sensibles, notamment bien sûr les légumes verts. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les légumes verts, en fonction de comment ils sont cuisinés ou préparés, on sert les enfants. Parce que nous, à Pujol, c'est un service, pour l'instant, c'est un service à table. Donc, on leur pose le plat sur la table et ils se servent. Donc, pour pallier à ça, c'est très simple. Les agents, ils servent les enfants quand c'est ces aliments dits sensibles. Voilà. Après, bien sûr, les pâtes, le riz, les frites, tout ça, il n'y a pas besoin de les servir. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Si je peux dire là en termes de poids, je pense que là depuis le début de l'année, on est en dessous déjà des poids, des mesures qu'on avait faites auparavant. C'est très bien. Bon, alors on a dans le gaspillage, nous au niveau de l'élémentaire, donc on est en dessous là cette année, c'est très bien. Bon, la maternelle, je ne suis pas inquiet. Parce que bon, les tout petits qui arrivent de crèche ou d'ailleurs, il faut qu'ils s'habituent à notre alimentation. Nous, c'est assez varié, donc il y a toujours des nouveautés. C'est une cuisine autant traditionnelle que moderne. Donc on se donne à peu près jusqu'aux vacances de Toussaint pour descendre le taux de gaspillage. Bon, ça c'est, je ne suis pas inquiet là-dessus, c'est à peu près tous les ans pareil. Donc ça c'est, je dirais, je classe ça même normal. Voilà, donc, mais là cette année là, je suis content parce que là on est en dessous des résultats qu'on avait fait sur les mesures.
Donc voilà, hein, on va continuer, hein, donc il n'y a pas de souci. Hein. Donc c'est une vigilance au quotidien. Donc quand on a trop de gaspillage sur certains plats, on s'interroge pourquoi. Parce que des fois ça peut varier aussi en fonction du menu. Le menu était assez copieux ce jour-là par rapport à la fois d'après. Ça y joue aussi. Donc les enfants, comment ils se comportent aussi de leur journée, ça y joue. Voilà. Je passe la parole. C'est moi. Juste peut-être pour apporter quelques autres expériences. En fait, tout à l'heure, je vous ai parlé de mesures, hein, et j'y reviens, c'est extrêmement important. Au niveau des mesures, ce qui peut être intéressant, c'est quand on arrive à mettre en place une mesure en continu. Alors, c'est vrai que je l'ai vu, hein, est vraiment opérationnel sur un lycée au Pays Basque, à Saint-Jean-Pied-de-Port, le lycée de Navarre, où tous les jours, en fait, les déchets sont pesés. Et donc, de ce fait, ça leur permet effectivement d'avoir un indicateur voilà, on suit vraiment en continu. Ils ont de la même manière une pesée quotidienne pour le pain. Et du coup, si vous voulez, alors là, on est sur un lycée, hein, donc on est sur un autre type de public, mais du coup, ça permet aussi de communiquer aux lycéens ces éléments-là. Et du coup, ça permet aussi de sensibiliser le mangeur, puisque on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que au niveau d'une restauration scolaire, le gaspillage alimentaire, il peut se faire entre l'entrée des matières premières et bien sûr l'assiette du mangeur. Et l'idéal, c'est quand on arrive vraiment, en fait, à intervenir à tous les niveaux. Donc ça, c'est un élément important. Peut-être aussi pour revenir sur l'ensemble des déterminants du gaspillage alimentaire. Quand on s'intéresse au sujet, c'est bien d'avoir effectivement d'un côté le mangeur. Qu'est-ce qui se passe au niveau de ce mangeur ? Je me suis pas mal intéressée au sujet justement par rapport à des lycéens. Il y a des lycéens, si vous voulez, pour lesquels le gaspillage alimentaire va être important simplement parce que la pause méridienne est tellement courte que le lycéen n'a pas le temps, effectivement, de manger tout ce qu'il avait prévu dans son assiette. En gros, il y a eu une file d'attente, il a chargé son plateau et puis il regarde sa montre et vite, il faut aller sur le cours optionnel. Donc c'est important de regarder ce qui se passe du côté du mangeur, pardon. C'est important aussi de regarder aussi ce qui se passe du côté du restaurant scolaire. Et quand on dit restaurant scolaire, ça peut être tout simplement des restaurants qui sont très bruyants. Et forcément, quand on mange dans un milieu très bruyant, ça peut aussi avoir une incidence sur notre volet gaspillage. Il y a des lycées qui ont réfléchi sur aussi les tailles d'assiettes, les couleurs d'assiettes. Tous ces éléments-là peuvent à un moment donné intervenir dans notre question du gaspillage. Et puis aussi l'environnement social. Alors c'est vrai que tout à l'heure Thierry en parlait par rapport aux enfants quand ils arrivent à la cantine en école maternelle. Au niveau du lycée, hein, une fois de plus parce que je connais aussi un petit peu le sujet, au niveau du lycée ça peut être d'autres aspects. Par exemple au niveau du lycée, on sait qu'à la cantine les leaders d'opinion ont un rôle très important. C'est-à-dire qu'en gros, il suffit qu'il y en ait un à la table qui décide que c'est pas bon pour que toute la table décide que effectivement ce n'est pas bon. Voilà, donc tous ces aspects sont importants, un sujet complexe et un sujet qui mérite qu'on s'y intéresse aujourd'hui. Voilà. Voilà, alors pour terminer, on va faire un point sur les contraintes législatives qui existent pour pouvoir lutter contre le gaspillage alimentaire, ce qui se fait au niveau des réglementations. Alors je vous rassure, je ne vais pas être très long et je vais essayer de ne pas être trop rébarbatif, parce que ça peut vite l'être, sur ces aspects législatifs. Mais rapidement, je vous ai cité 2 lois tout à l'heure, et on en a un petit peu rediscuté. Ce qui est important, c'est de bien réaliser que les 2 lois dont je vais vous parler n'ont pas créé la lutte contre le gaspillage alimentaire qui se fait à l'échelle des collectivités, comme on vient de le voir. Les collectivités n'ont pas attendu la loi pour travailler là-dessus. L'intérêt de la loi, c'est qu'elle grave les choses dans le marbre, déjà, c'est la première chose.
Elle permet aussi une bonne médiatisation, parce que généralement, c'est des textes qui, quand ils sont discutés, quand ils sont votés, ont un certain impact médiatique. Donc ça permet de remettre une petite couche un petit peu sur la sensibilisation de tout le public. Et puis évidemment, ça a toujours un aspect coercitif pour les vilains petits canards qui ne voudraient pas jouer le jeu. Il y en a quand même, faut le dire, mais c'est loin d'être la majorité. La loi de transition énergétique pour la croissance verte, donc la loi de Madame Royal, comme on l'a dit tout à l'heure. Une chose importante là, pour ce qui nous concerne, c'est que depuis le 1er septembre 2016, l'État et ses établissements publics et toutes les collectivités territoriales doivent avoir mis en place un plan de lutte contre le gaspillage alimentaire au sein des établissements de restauration collective qu'ils ont en gestion directe. Donc c'est ce qui se fait. Alors un plan de lutte, c'est très vaste comme définition, mais voilà, ce qui se fait en termes de pesée, ce qui se fait en termes de travaux d'éducation au goût, etc., ce sont des moyens de lutter contre le gaspillage alimentaire. La loi du 11 février 2016, celle-là, elle est importante parce que c'est une des rares lois en France qui a été votée aussi bien à l'Assemblée et au Sénat à l'unanimité. C'est-à-dire que quel que soit le bord politique, tous les députés et tous les sénateurs qui ont voté, en tout cas, ont voté pour l'adoption de cette loi. Donc on voit quand même qu'on est dans quelque chose qui n'est pas du tout clivant quand on parle de lutte contre le gaspillage alimentaire. On n'est pas du tout dans des aspects de clivage politique, on est vraiment sur un combat que tout le monde doit mener et tout le monde peut mener. Ce qui est important dans cette loi, c'est la hiérarchisation des actions de lutte qui est maintenant inscrite dans le Code de l'environnement. Cette hiérarchisation, elle permet de montrer les différents niveaux d'impact qu'on peut avoir aussi. Évidemment, la première action de lutte à avoir, c'est la prévention. Le meilleur gaspillage, c'est comme le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. Après, on a la valorisation en alimentation humaine, que ce soit de la transformation, il reste des pommes, on en fait des compotes, ou le don alimentaire aussi. Alors, on a toujours ce focus sur le don alimentaire, de dire qu'évidemment, on n'a pas en tête qu'on donne aux pauvres ce que les riches n'ont pas voulu manger. C'est assez important d'avoir ça à l'esprit. Mais malgré tout, des restes de restaurants, des invendus de grandes surfaces qui sont évidemment propres à la consommation, certaines associations qui ont les moyens de les récupérer, les moyens de les redistribuer, sauront en faire bon usage. Et plutôt que d'attendre que ces produits arrivent à échéance de leur date de limite de consommation, et donc plutôt que d'attendre de les jeter, autant les donner à ces associations qui pourront les valoriser en alimentation humaine pour des personnes qui en ont besoin. La valorisation en alimentation animale, bien sûr, et puis ensuite on déroule voilà, le compost, la méthanisation, etc. Et puis quand il n'y a plus d'autres solutions, on met en décharge, mais c'est pas le but. Bon, cette loi, elle implique tout un tas de mesures pour le secteur de la distribution, l'obligation de chercher à faire des liens justement avec les associations d'aide alimentaire pour organiser le don, l'obligation de passer par une convention. Bon, c'est tout un tas de choses qui encadrent le don alimentaire. Je ne rentre pas forcément dans le détail, on pourra le faire dans la discussion si ça vous intéresse. Et puis des mesures de l'État, parce que lutter contre le gaspillage alimentaire, c'est pas simplement mesurer, mettre un plan d'action et voir si ça a marché, c'est aussi aller le plus en amont possible. Donc c'est travailler sur l'éducation des plus jeunes, en leur expliquant un petit peu ce qu'est un aliment, la valeur de cet aliment, pourquoi il ne faut pas le gaspiller. C'est aussi intégrer, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, de responsabilité sociétale des entreprises. Maintenant, toutes les entreprises qui ont obligation de rédiger chaque année un RSE, un rapport sur cette responsabilité sociétale, peuvent intégrer ce qu'elles ont mis en œuvre en termes de lutte contre le gaspillage alimentaire dans ces rapports. C'est important parce que ça permet d'améliorer la communication autour de ce qui est fait pour les clients, pour les fournisseurs, pour les partenaires, etc. Bon, un petit focus sur le don. Le don alimentaire est ouvert à tout professionnel de l'alimentation, qu'il soit producteur, transformateur, distributeur, restaurateur. Vers une structure d'aide alimentaire, il donne droit à une réduction fiscale qui n'est pas négligeable. C'est 60% de la valeur en stock du don qui peut être déduite des impôts. Alors c'est une réduction fiscale, c'est pas une défiscalisation. La différence est importante parce qu'il faut payer un impôt sur la société, mais c'est un élément qui fait partie d'un dispositif fiscal qui correspond en fait au mécénat artistique. Et c'est un élément assez important. Il y a beaucoup de dons aujourd'hui qui se fait sur cette base-là de cette possibilité de recours à une réduction fiscale, et avec toujours un certain nombre de règles, des garde-fous, parce que évidemment, que ce soit en termes de dons, mais de manière générale en termes de lutte contre le gaspillage alimentaire, on a notamment à l'esprit que la priorité reste à la santé, à la protection du consommateur. Donc on n'ira jamais à l'encontre de questions de sécurité sanitaire des aliments ou d'hygiène alimentaire, par exemple, pour lutter contre le gaspillage alimentaire. On ne va pas faire consommer des produits qui sont périmés. On va essayer de réfléchir à comment ne plus arriver à échéance de la date limite de consommation pour le prochain lot, mais on n'ira pas au-delà de ça. Voilà, j'espère que j'ai été assez rapide là-dessus. Je vous ai mis quelques liens si ça vous intéresse. Alors, sur le site de la DRAF, donc la direction régionale du ministère, pour la partie gaspillage en général. Le réseau Régal, on a parlé du CREPAC tout à l'heure, c'est un
un réseau d'évitement du gaspillage alimentaire maintenant en Nouvelle-Aquitaine, donc qui est à l'échelle de la grande région, qui est piloté par une association et qui met en lien tous les secteurs